Oui, évidemment, moi je pensais, quand on a préparé l'atelier ensemble, on nous avait dit que vous aviez 1 semaine et demie d'atelier. On s'est rendu compte que c'était 1 heure. Donc on avait dit, bon, on va discuter un peu des avantages et inconvénients de l'inclusion de l'Internet et qu'est-ce que ça a comme impact sur la communication patient-médecin ou patient professionnel de santé, de définir une stratégie pour utiliser les avantages de l'Internet et de l'informatique, mais tout en sauvegardant la qualité de la communication. On va essayer de devenir plus conscient des habiletés communicationnelles qui sont nécessaires pour développer un vrai partenariat avec les patients et faire de la E-éducation, de la I-éducation thérapeutique, en suggérant des prescriptions Internet, puis aider les patients à utiliser des stratégies de recherche. Alors, on s'est dit oui. Alors, disons qu'on va survoler un peu, et surtout avec l'expertise qu'il y a dans la salle, je pense que ça devrait être intéressant. Bon, alors tout d'abord, les enjeux et le contexte. Actuellement, c'est un atelier de communication, donc quelles compétences demander aux professionnels de la santé et peut-être quelles compétences demander également aux patients. Et qui dit compétences dit quelle formation. Alors chez nous en France, on n'a pas beaucoup de formation en communication, chez nous c'est beaucoup plus développé, mais y a-t-il une formation d'apprentissage à la communication dans le contexte d'Internet? Alors, le contexte Internet, on l'a vu là tout au cours du colloque, quelle qualité ont les différents sites. Et puis, on va essayer, nous, de voir, même si on a beaucoup discuté ce matin et à la table ronde extrêmement intéressante, quelles influences ça a sur le comportement du médecin et sur le comportement du patient. Le contexte, aujourd'hui, le Web 2.0, le patient, l'usager, est passé d'un contexte passif à actif. C'est-à-dire qu'il va introduire des informations via les wikis, via les forums, sur Internet. Et puis se développe maintenant le Web 3.0, c'est-à-dire le nuage, dans lequel on peut aller déposer des informations de toutes sortes. Vous pouvez aller déposer vos photos, etc. On peut aujourd'hui, et on le fait en France, déposer le dossier médical électronique du patient en ligne. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est le patient qui est gestionnaire de son dossier. Il va gérer tout ce qui est mis par les différents partenaires de la santé. Donc vous le voyez, le contexte de e-santé, on l'a beaucoup vu, un enjeu commercial, mais également politique et social. Quelques chiffres, et là c'est impressionnant, on n'a pas vu beaucoup de chiffres. En 1995, 18 000, presque 19 000 sites. En 2004, 42 millions. En 2012, 620 millions. J'ai regardé les chiffres pour septembre 2013. Ils sont à 739 millions. Je fais un rapide petit calcul. À chaque seconde qui passe, il y a 3 à 4 sites qui sont créés dans le monde. Donc c'est énorme. Les sites santé, en 2005, 100 000. Aujourd'hui, on ne peut plus les chiffrer. Le nombre d'internautes, en 2002, 580 millions. Aujourd'hui, un individu, un être humain sur 3. Alors, les patients dérangeants, je vous ai préparé 2 petits exemples, ce sont des exemples vécus, donc on ne les a pas inventés. Voilà l'exemple de Gaëlle, la maman d'une petite fille de 20 mois, qui vient me voir. Cette maman est usagère des forums de santé, elle va systématiquement contrôler ce que je dis, je le sais. Et depuis quelques jours, sa petite fille souffre de fièvre sans autre signe. Le problème, c'est que la fièvre commence à durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et j'ai beau lui répéter qu'il s'agit d'un syndrome viral, elle commence à en douter. Et aujourd'hui, elle m'amène Axel, qui a une éruption au bras et au visage. Et Gaëlle est allée, évidemment, sur Internet, suite à une discussion qu'elle a eue avec une autre maman, qui a décrit exactement les mêmes symptômes. Et les médecins du fils ont dit qu'il s'agissait de la maladie du chasseur. La maladie du chasseur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas. Au moment où elle m'a dit, je ne sais pas. Et ma première réaction est de lui dire, j'ignorais qu'Axel faisait de la chasse. Et donc, comme j'ai Internet au bureau, je vais directement taper maladie du chasseur dans Google. Et vérification, ça existe bien, c'est la tularemie en fait, là on connaît mieux, qui est une bactérie qu'on peut contracter au contact d'animaux, par piqûre de tique ou de temps, et principalement chez les chasseurs.
Et très vite, je tombe sur le site sur lequel est tombé Gaël, sur lequel on voit les symptômes et les signes de cette maladie. Et évidemment, ça ne correspond absolument pas au tableau clinique d'Axel. Et donc maintenant, ma tâche est de convaincre Gaël que Axel n'a pas la maladie du chasseur. Voilà le site en question. Donc, vous voyez que c'est un peu trompeur pour un usager. Il y a un beau caducé ici. Il y a une description, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une description assez complète de la maladie, d'ailleurs, est bien foutue. Et si on continue dans le site, il y a même des photos de certaines éruptions cutanées qu'on peut constater avec la maladie. Mais un utilisateur d'Internet averti verra très vite qu'il s'agit en fait d'un site de chasseur, qui s'appelle le Clos du Chasseur. On a ici le créateur du site, il a même mis son numéro de cellulaire, il y a même son adresse internet, il y a plein de publicités ici. Et donc, Gaëlle, qui est une femme qui a un bon niveau de littératie, a été facile à convaincre finalement que effectivement c'était pas la tularemie que sa fille avait contractée. Voilà un autre exemple qui est assez fréquent en France. C'est Louis et Marie à qui il propose de faire le vaccin hexavalent, Inforix-Hexa, donc diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilie influenzae et hépatite B. Et en France, on a eu une grosse polémique concernant le vaccin d'hépatite B qui devait entraîner la sclérose en plaques lorsqu'on le faisait. Le vaccin a même été suspendu pendant de longues années en France, on est le seul pays au monde à l'avoir fait, et malgré le fait qu'il y a 5 000 morts par an, aujourd'hui le vaccin est revenu, mais l'idée de sclérose en plaques est restée dans l'inconscient collectif, d'autant plus qu'il a été repris généralement par les journalistes. Donc j'argumente, ça prend du temps, c'est chronophage, et je propose aux parents de prendre un second avis. Et le jour prévu, Louis et Marie m'apportent 2 documents issus d'Internet. Voilà le premier. Il est issu d'un forum. Alors, vous voyez, c'est un Agassin là, qui met sérieusement en doute l'intégrité des médecins et ce que disent les médecins. Voilà, on explique également pourquoi les pédiatres, les médecins cliniciens préfèrent éviter de vacciner les enfants de l'hépatite B. Donc une vraie remise en question via le du vaccin de l'hépatite B. Deuxième document, un site qui semble plus sérieux, là, l'association d'aide aux victimes d'accidents corporels, avec une rubrique sur l'augmentation significative du risque de sclérose en plaques lorsqu'on se fait vacciner par l'hépatite B. Cette étude a été présentée au 19e Congrès international de pharmacopépidémiologie, donc waouh, ça c'est du sérieux. Le problème c'est que on voit très vite qu'il s'agit d'un site d'aide aux victimes avec une proposition d'assurance pour les victimes d'accidents corporels, avec une proposition d'assistance en justice. Il ne s'agit absolument pas d'un site scientifique valable. Donc voilà ce qu'on peut rencontrer quotidiennement sur Internet. Les patients ils vont beaucoup, bon, je vous ai remis cette dia, on va rapidement la voir. Les patients vont beaucoup sur Internet. La première cause de surfing sur Internet, ce sont les réseaux, Facebook, Twitter. Le deuxième domaine, c'est le sexe, et le troisième, c'est la santé. Et ils vont davantage voir la description de maladie, mais ça va jusqu'à la médecine alternative et les sites qui traitent du poids et de l'exercice. L'inconvénient, c'est que lorsqu'on interroge ce patient, et il y a une étude du Conseil national de l'ordre des médecins qui a été faite, eh bien 71% des patients reconnaissent qu'ils ne savent pas faire la différence entre les sites certifiés et les autres sites. Et 16% disent qu'ils consultent aussi bien les deux. C'est pas important, ils connaissent la différence, mais donc vous voyez qu'il n'y en a que 12% qui vont consulter des sites certifiés. Alors, des risques, donc l'autodiagnostic erroné, l'automédication inadéquate, on vient de le dire, les angoisses supplémentaires que ça peut générer chez un patient. On en a parlé, la complication abusive via les médicaments vendus sur le net. La plupart des médicaments sont faux, hein, il y a un commerce de faux médicaments. La confiance à des pseudo-médecins ou des charlatans vendant des conseils et produits inefficaces, voire nocifs.
En France, il y a un grand commerce pour ce collier d'ambre que l'on met autour du cou du bébé et qui est censé réduire les douleurs de la poussée dentaire. 50 morts par an par strangulation. C'est un collier qui est prévu pour ne pas se casser, de telle manière que l'enfant n'avale pas les perles, et donc s'il passe sa main, il s'étrangule. Or, il y a des sites qui vendent ça bien cher, c'est 30 euros le collier, et qui prônent l'efficacité de ce collier avec des preuves, entre guillemets scientifiques, de l'efficacité. On l'a vu aussi, là, le sentiment d'être autant informé ou plus que son médecin traitant. Les exigences exagérées, donc on peut examiner un patient qui vient de lire ou d'entendre dans la presse qu'un paraplégique a remarché à Marseille grâce à des techniques nouvelles de reconduction nerveuse et qui va vous demander cette même intervention, même si elle n'est pas pertinente dans son cas de paraplégie. Et il ne va pas comprendre pourquoi lui, il ne peut pas bénéficier de cette nouvelle technique. Voilà, un patient qui vient parasiter la consultation. Alors, quel est pour vous l'impact maintenant que ça va avoir dans la relation médecin-patient? Selon les médecins, ça c'est une enquête d'opinion faite par la Haute Autorité de Santé, mais ça rejoint un petit peu tout ce qu'on peut voir dans la bibliographie. Selon les médecins, il n'y a pas de modification importante de la relation médecin-patient, notamment au niveau du bris de confiance, au niveau de la qualité des soins et au niveau des résultats. Et même, plus de 80% des médecins discutent de l'information glanée sur Internet lorsque les patients ont été surfés. Donc c'est assez intéressant, les médecins semblent vraiment avoir intégré la variable Internet dans l'entretien. Et pour les patients, alors là c'est très intéressant puisque moins de 10% disent avoir changé de médecin suite à la consultation d'Internet. Donc 90%, ça ne change rien dans la confiance qu'ils ont à leur médecin. Et moins de 10% préfèrent le surfing médical à la visite chez le médecin. Donc la visite chez le médecin elle reste quand même essentielle. Et la majorité des patients estiment qu'au contraire, Internet va permettre de mieux comprendre et gérer leur maladie, comme tu dis Catel, et mieux gérer son traitement et les prises de décision qui vont en découler. Alors on revoit peut-être rapidement ici, mais je pense que j'ai affaire à une salle d'experts, mais quand doit-on se méfier du web lorsqu'il n'y a pas d'auteur identifié, lorsque les fonctions de l'auteur sont douteuses, notamment le naturaliste, le vendeur de spécialistes en plantes médicinales, lorsque l'auteur écrit simplement son nom et non dans le cadre d'une organisation ou d'une collectivité, lorsqu'il y a apparemment des motivations douteuses, donc des motivations soit altruistes, du style nous voulons partager nos connaissances, des motivations égocentriques, nous cherchons à être admirés, des motivations commerciales, des motivations de prosélytisme, nous voulons répandre nos idées, ou alors la philanthropie, nous allons vous dévoiler de secrets qui sont cachés et on va vous les dévoiler. Les sites web qui vont imiter le nom d'un organisme connu, par exemple l'Organisation internationale de la santé, parce qu'il n'y a pas de mise à jour récente du web, on l'a entendu ce matin à la table ronde, lorsqu'il n'y a pas de modérateur, lorsque les informations sont non rationnelles, lorsque l'information est contradictoire par rapport à d'autres sites qui vont traiter du même sujet, lorsqu'il y a des fautes d'orthographe, lorsqu'il y a des liens HTML inactifs, lorsqu'il n'y a pas le droit d'auteur n'est pas respecté, la publicité. Alors j'ai entendu ce matin, c'est peut-être pas trop grave qu'il y ait de la publicité, c'était l'usagère qui disait ça. Moi je pense que c'est quand même à mettre en doute. Quand il y a de la publicité, honnêtement, moi je mets en doute en premier lieu le site. Et puis les sites proposant aussi la vente de produits pharmaceutiques en lien avec le sujet qu'ils
traitent ou les sites payants. Les habiletés de communication qui sont utiles pour aider à ce partenariat patient-professionnel de santé dans un contexte de e-santé et les astuces particulières. Alors, si on commence par la communication, moi, parfois, aujourd'hui, on avait un atelier sur l'Internet, c'est-à-dire un colloque sur l'Internet les 2 derniers jours. Donc, on a parlé beaucoup d'Internet. Moi, ça ne m'interpelle pas tant que ça, parce que le problème de la communication entre professionnels et les patients, il existait déjà. Il y avait déjà, depuis les années 80-90, un besoin très, très fort dans la population d'être capable de contredire son professionnel, d'être capable de le questionner, d'être capable d'avoir des interrogations. Et en médecine, il a été démontré qu'on était assez pauvre dans ça. Puis peut-être que ça persiste aussi, là, selon votre réaction de patient, mais qu'on était assez pauvre. Donc, l'arrivée d'Internet a compliqué l'existence de ce défi-là. Tout simplement parce que là, l'information est encore plus facilement acceptable. Puis il y a des gens dans leur tête, pour eux, si c'est sur Internet, c'est la vérité. Donc, c'est plus confrontant. Mais ce problème de communication existait déjà. Et à la faculté de médecine, lorsqu'on a créé le CEPAS, le Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé, il y a quelques années, un des thèmes qu'on a mis de l'avant, parce qu'on a discuté ensemble, on avait déjà beaucoup de réflexions dans notre milieu sur la collaboration interprofessionnelle, sur la place du patient, l'approche centrée sur le patient, etc. On a ressorti le concept du patient partenaire, du partenariat professionnel de santé patient. Et les gens on a créé, même à la faculté de médecine, un bureau du patient partenaire, c'est Vincent Dumès qui est directeur de ce bureau, pour essayer d'élaborer le concept, de faire des projets dans les différents centres hospitaliers et dans les centres de soins de première ligne qui répondaient, ou du moins qui essayaient d'atteindre ce concept-là. Et ils ont fait une description qui est sur leur site Internet, le site Internet de ma faculté, du patient partenaire. Et pour eux, dans leur concept, c'est que le patient partenaire, c'est une personne progressivement habilitée à faire des choix de santé libres et éclairés. Ses savoirs expérientiels sont reconnus, ses compétences de soins développées par les intervenants de l'équipe clinique. Le patient oriente leurs préoccupations autour de son projet de vie et prend part ainsi aux décisions qui le concernent. Alors, ce que je trouvais intéressant dans cette définition, c'est le jeu de mots, si on veut, ou si l'ambiguïté sur le mot habilité. Vous savez que souvent, quand on corrige les gens, quand ils écrivent habilité, c'est habileté qu'ils voulaient écrire. C'est l'ancienne forme, habilité. Alors, habileté, lorsqu'on parle de savoir-faire, c'est habileté. Par contre, habilité, c'est un terme un peu légal, c'est donner la permission à, mais donner la permission légale. Et je trouve ça quand même intéressant dans ce concept-là. Je ne suis pas certain que ceux qui l'ont écrit pensaient ça, mais moi, en le lisant, je trouvais ça intéressant, parce qu'effectivement, les deux concepts sont importants. Les médecins ont voulu, jusqu'à certains points, parce qu'ils ont une expertise de contenu, se sentent l'expert qui sait ce qui est bon pour le patient, et ils avaient tendance maintenant c'est complètement disparu, enfin, ils avaient tendance à dire au patient, je sais ce qui est bon pour vous, et donc, ici, la mobilité, c'est de donner la chance au patient d'avoir de la place. Donc, le médecin, il faut qu'il accepte de diminuer un peu le pouvoir, le contrôle dans ce qui va se passer dans l'entrevue, et d'en laisser un peu au patient. Donc, il l'habilite, il lui donne la mission. Je sais que ça va être paternaliste, mais je pense qu'il y a un effort à faire du côté du médecin. De l'autre côté, les patients ne sont pas nécessairement déjà prêts à prendre la place, parce qu'ils sont craintifs, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, puis ils veulent garder quand même la relation avec le médecin. Donc, il y a des habiletés nécessaires aussi pour bien rencontrer ce concept-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'Internet n'a fait que compliquer le problème, mais il existait déjà ce problème-là auparavant. L'autre mot important que je trouve, c'est les savoirs expérientiels. Les médecins, nous, et les autres professionnels ici, dans vos domaines respectifs, évidemment, on est fiers de la formation qu'on a eue, on est fiers de notre expérience, puis on sait que c'est bon telle chose pour le patient. Ou du moins, on croit que c'est bon pour lui. Et donc, puis dans un certain sens, c'est vrai qu'on a le savoir professionnel pour donner une opinion justifiée sur des bases scientifiques. Donc, sur le savoir, on est l'expert. Par contre, y a-t-il quelqu'un d'autre que Mme Tremblay qui sait comment elle vit son diabète? Puis comment elle vit au deuxième étage, puis comment il faut qu'elle aille faire ses courses, puis descendre les 2 étages, puis elle n'a pas d'argent pour acheter la nourriture pour être. Donc, la seule personne qui a vraiment l'expérience de son vécu, c'est le patient. Donc, s'il n'y a pas une attention des médecins, des professionnels de la santé au savoir expérientiel du patient, on manque le bateau. Et pour ça, il faut l'écouter.
Et le dernier point, c'est effectivement de prendre part aux décisions qui le concernent. Alors, donc, prendre part, ça veut dire pour le médecin de laisser de la place au patient et d'aller chercher, ce qui va être ici, les habiletés utiles. Donc, c'est la volonté du professionnel de la santé de se centrer sur le patient en prenant le temps de l'écouter. Puis d'explorer surtout ses attentes, ses idées, ses craintes, ses émotions. Lorsqu'on arrive avec, par exemple, la tuilerie, la chose du chasseur, oui, ça peut être une motivation, c'est que le patient voulait aller la mère voulait avoir de l'information supplémentaire, mais il y avait vraiment une émotion en arrière aussi, il y avait une crainte. Une crainte que le médecin. Alors, au lieu de le médecin se sentir mal à l'aise, peut-être qu'il peut explorer la crainte. Qu'est-ce qui vous inquiétait? Et là, de répondre peut-être plus adéquatement aux besoins de la personne qui a apporté un article Internet. Capacité d'accueillir et de respecter les opinions des patients lorsqu'elles divergent des siennes. C'est vrai que j'ai l'impression que plus on vieillit, en tout cas pour moi, c'est sûr que les patients arrivaient avec des choses, je me sens moins menacé maintenant que je l'étais avant. Alors je dis oui, je vais aller regarder sur Internet pour tout ça. Mais il y a des gens qui se sentent très, très menacés dès qu'une patient n'a pas la même opinion qu'eux. Alors c'est sûr que, comme je disais, c'est pas l'Internet, ça existait déjà, mais c'est amplifié par l'Internet. Et enfin, la capacité d'établir, de maintenir un dialogue. Alors ça aussi, c'est difficile. Souvent, on a tendance, les professionnels, comme on a le savoir, c'est de passer ce savoir-là. Et moi, je dis souvent aux résidents, en tout cas pour ce qui est des médecins, je ne veux pas parler des autres professionnels, les médecins, c'est des homophalaires. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors, ils ont quelque chose, ils répondent. Et parfois, demander le pourquoi de la question est plus important que de répondre à la question. Donc, comment aider son patient? Quelques pistes qui rajoutent un petit peu à ce que vous avez dit. Donc, consulter sur le champ le site mentionné par le patient. Rappelez-vous, c'est ce que je fais avec la maman d'Axel. Proposer d'en discuter à la prochaine entrevue. Là, c'est pour éviter le côté chronophage. Ça permet au médecin aussi de se documenter avant cette prochaine entrevue. Et puis, là, vous l'avez cité, proposer au patient des adresses de sites web médicaux mieux adaptés à son problème. Et cela pour autant qu'on soit déjà constitué et qu'on ait une bibliothèque ou un répertoire de sites santé à conseiller à son patient. Donc voilà quelques petits dialogues que vous pouvez avoir avec votre patient, parce que c'est ça aussi la communication, c'est le dialogue. Je n'ai pas une connaissance précise de ce que vous m'apprenez, je vais me renseigner afin d'en discuter avec vous à notre prochaine entrevue. On peut aussi commencer une consultation en demandant au patient qu'est-ce que vous connaissez de votre maladie. Est-ce que vous êtes déjà documenté ou c'est déjà le point de départ d'une communication efficace? Sur quel site internet avez-vous trouvé ce renseignement? Allons-y ensemble, on est tous équipés aujourd'hui d'internet dans notre cabinet, on y va, on va en direct avec le patient. Mais guider son patient et l'aider dans la communication en santé lorsqu'Internet intervient demande néanmoins des compétences. Je ne doute pas que vous les ayez, mais ça vaut le coup quand même de les énoncer. D'abord, c'est la connaissance des critères de qualité des sites web médicaux. On l'a vu là tout à l'heure avec le on-code, on va y revenir. Aujourd'hui, c'est le médecin qui connaît les critères de qualité des sites web médicaux. En 1 minute, sur la page d'accueil, il voit si le site est valide. C'est très facile, mais il faut connaître ces critères de qualité. Ça, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le médecin devient un gestionnaire, un expert de la santé, un gestionnaire des savoirs qui va apprendre dans l'action. C'est-à-dire que le patient va nous apprendre des choses et qu'on est là pour le guider grâce à notre expertise en santé. C'est une nouvelle compétence du médecin. Et donc, on va l'aider à analyser, à critiquer et à évaluer les données qu'il apporte en consultation. Il faut évidemment être capable de guider le malade vers des sites fiables et évidemment pertinents et adaptés à son problème de santé, d'où l'importance d'avoir déjà sa bibliothèque personnelle ou son répertoire. Et là, une nouvelle donnée, c'est la prescription d'Internet. Beaucoup d'auteurs aujourd'hui
recommande cette prescription d'Internet au terme de la consultation. Pourquoi? D'abord pour offrir de l'enseignement thérapeutique aux patients, pour rassurer le patient. On se rend compte maintenant que proposer une prescription d'Internet qui va entraîner le débat avec son patient va rassurer ce patient. Il y aura une diminution d'angoisse et le patient va vite se rendre compte que le discours du médecin est légitime. Il est dans le bon sens médecin et c'est un expert puisqu'il est capable de remettre en question ce qu'il vient de dire et de le discuter avec son patient. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'optimiser cette relation médecin-patient avec un malade qui sera mieux informé, plus rassuré sur les compétences de son soignant, je viens de vous le dire, et surtout faciliter cette collaboration avec le patient et le faire participer au processus thérapeutique. Et puis bien sûr c'est l'autonomisation du patient comme on le voit en éducation thérapeutique. Alors, bâtir sa banque, évidemment vous avez remarqué le vocabulaire, si vous voulez, le vocabulaire, on est habitué de parler des médecins, nous. Alors on a parlé de malades, de médecins, etc. On parle de professionnels de santé, parfois on parle de citoyens, de fait, parce que les gens n'ont pas nécessairement malades lorsqu'ils voient un professionnel de la santé, ils peuvent y aller pour des conseils de soins de santé. Mais si je reviens, notre rôle, je reviens par exemple au rôle de médecin de famille, si on se recule il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, surtout les médecins généralistes, mais c'était vrai pour les médecins spécialistes, on était des médecins réactifs. C'est-à-dire, il nous arrive quelque chose, on réagit, par les compétences qu'on a acquises, on réagit. Alors, le médecin reçoit quelqu'un, il se plaint de brûlement urinaire, OK, cystite, on lui fait un traitement. Le patient vient, il dit j'ai un diabète, oh oui, c'est ça. On s'est aperçu, les hôpitaux s'en sont aperçus avant nous, ils ont fait du case management, ils se sont dit, si on reçoit 300 cholestectomies par année, si on fait 300 cholestectomies par année, si on reçoit 1000 patients qui ont des maladies pulmonaires chroniques par année sur les étages, est-ce qu'on ne pourrait pas être prêt à l'avance? Et ce problème pour les médecins généralistes d'être réactifs plutôt que proactifs a persisté beaucoup et persiste encore, mais il y a eu des améliorations, notamment avec les groupes de médecine de famille et l'approche interdisciplinaire où on va, pour certains nombres de pathologies, se préparer à l'avance. Alors ici, pourquoi je compte ça, c'est que pour bâtir sa bande de données Internet, il faut se mettre dans la tête qu'il faut être prêt avant que le patient entre en consultation. Si vous faites une révision de vos consultations sur un an ou deux, vous allez voir que vous allez avoir un certain nombre de diabétiques, un certain nombre de déprimés, un certain nombre de maladies pulmonaires chroniques. Vous allez avoir des choses rares parfois. Vous pourrez rester ad hoc, mais il y a des choses que vous êtes certain que quelqu'un va rentrer dans votre bureau avec ce problème. Donc, comment vous allez bâtir votre référence si vous voulez faire une prescription Internet? Je pense qu'une des solutions, c'est de s'entraider entre cabinets ou entre services cliniques pour bâtir et se partager une banque de référence. Alors, entre collègues, on se fait des critères, on se fait une banque de besoins, et là, sur un certain nombre de temps, on peut se faire une banque de référence. Et il faut immédiatement penser au processus, parce qu'il faut que ces banques de référence-là, même s'il n'y a pas des changements majeurs tout le temps, comme disait avant, il y a quand même s'assurer que la mise à jour est adéquate, que les liens Internet sont encore bons, parce que ce qui arrive souvent, des fois, les sites changent d'adresse ou ils disparaissent tout simplement. Donc, vous pouvez s'entraider. Mais un point qui est intéressant, et je sais que là, on parlait tout à l'heure de la question du temps et tout ça, dans l'écosystème, moi je pense que, et aux États-Unis, il y a plusieurs expériences sur ça, au Canada aussi, des expériences d'utiliser, évidemment, il ne s'agit pas de déléguer à la documentaliste ce problème-là, puis de le mettre sur le dos, puis de rien faire, mais de travailler en collaboration avec une documentaliste, donc quelqu'un qui est expert dans la recherche Internet, qui plus elle va travailler avec nous, plus va connaître les besoins de l'équipe de santé et plus va pouvoir nous aider et qui va aider soit un cabinet seul, soit un groupe de cabinets ou soit un groupe de services. Alors, aux États-Unis, au Canada, dans certains services hospitaliers, on a même lors de ce qu'on appelle les rounds, les visites, les tournées des malades, on va avoir un documentaliste qui accompagne le groupe. Qui parfois est là pour les médecins, par exemple, si c'est un service d'oncologie et qu'il y a un problème assez grave, unique et rare de maladie, la documentaliste peut aller faire la recherche, mais aussi la documentaliste, parfois, dans certains services, est là aussi pour recevoir des malades, pour aller avec eux et leur donner des références Internet et voir comment ça fonctionne. L'expérience qu'on a eue à Cité de la Santé, qui malheureusement
à cause du système qu'on a, n'est pas accessible directement au patient, c'est-à-dire qu'il faut faire une copie et la donner au patient. Mais dès que ça va être sur un site web sécurisé, plus accessible pour le patient, on pourra simplement diriger le patient à cet endroit-là. On s'est bâti, en fait, on sait pas moi nécessairement, mais le groupe, avec l'aide de la documentaliste, bâti une série de documents, de sites pour aider les malades à répondre à des besoins sur la prostate ou sur les maladies pulmonaires, le diabète, etc. Donc, c'est important d'être prêt à l'avance et de le faire. L'autre chose qu'on ne fait pas beaucoup ici au Québec, que j'ai vu, moi, par exemple, en Angleterre, puis aux États-Unis aussi, c'est qu'il y en a qui développent des sites Internet pour leur cabinet. En Angleterre, par exemple, pour leur practice ou pour leur groupe, le trust, le Primary Care Trust, vont avoir des sites Internet qui sont très, très bien faits pour les patients et qui ont des liens, des fois, avec l'NHS ou qui ont des liens avec PubMed plus aux États-Unis et qui aident le patient à trouver l'information. Alors, moi, le message, c'est qu'il faut être prêt à l'avance. Puis je pense que dans votre écosystème, quel que soit votre système de santé, votre organisation, il me semble que le documentaliste doit être là aussi pour vous aider. Sans ça, comme médecin, moi, je me vois avec un perdu. Alors, voilà. Bien, si vous voulez bien, on va revoir, mais très rapidement, les critères de qualité d'un site web médical. Ça va peut-être rebondir un peu sur des questions. Donc, grosso modo, on doit évaluer la crédibilité, le contenu, les liens hypertextes, l'architecture du site et l'interactivité du site. La crédibilité, on en a parlé, moi je reviens sur les choses importantes, je pense que vous connaissez tout ça, mais l'actualisation du site, on en a parlé ce matin, c'est extrêmement important, et l'évaluation du site par les pairs me semble également fondamentale. Bien sûr, la source de l'information médicale. Le contenu, ce qui est important ici dans cette dia, c'est la pertinence, notamment la pertinence du site, mais lorsque vous allez conseiller un site à un patient, il faut que ce soit pertinent par rapport à son problème de santé, et pas à l'ensemble. En cardio, par exemple, si c'est l'hypertension, vous allez lui conseiller un site d'hypertension et pas de cardiologie en général. Bon, les liens hypertextes, on va revoir ça rapidement. La navigabilité est extrêmement importante. Et vous voyez que le graphisme aussi, un site dans lequel le graphisme est beau, on va davantage voir l'information que dans un site où il n'y a que du texte et où c'est rébarbatif. Et bien sûr, les mécanismes de rétroaction qui permettent à l'ensemble des navigateurs, des usagers, de répondre et d'interagir avec l'auteur du site. Donc, permettre l'échange d'informations. Et là, on en vient au on-code, on parlait tout à l'heure. Vous voyez que, et je pense que c'est là le problème de Passeport Santé, vous voyez que vous recevez le label mais qu'il est daté. Donc, vient se greffer là-dessus les cyberconsultations. On a vu que Marc Zafran fait un blog, c'est ça, la cyberconsultation, c'est répondre aux patients, mais le patient il n'est jamais au courant de la qualité du scientifique qu'il a en face de lui. Donc ce sont des informations qui sont communiquées par des cyberdocteurs, mais sont-ils vraiment docteurs les recommandations actuelles, c'est que ces conseils ne peuvent pas être des diagnostics. C'est uniquement des explications ou des conseils. Allez, en France, on a pas mal de médecins qui ont créé des sites, il y en a 107 comme ça. Ces médecins sont regroupés en associations qui s'appellent les médecins maîtres étoiles. Et leur objectif est de promouvoir l'usage éthique au service des patients, de la médecine et de la santé. Et ils ont leur charte de qualité, avec un respect de ces normes de qualité, d'intégrité, d'éthique, de transparence des informations qu'ils vont diffuser. Donc lorsque là aussi on voit ce label médecin maître étoile, ça doit rassurer le patient. Et le Conseil national de l'ordre des médecins en 2010 en France a aussi fait une charte de conformité des sites internet des médecins, puisque les médecins sont autorisés à faire leur site internet. Conclusion, Internet est un outil à manier avec précaution, on l'a vu pendant ces 2 jours. C'est un outil, on le sait aujourd'hui, qui peut améliorer la communication médecin-patient, je dirais qui améliore la communication médecin-patient. On a très peu parlé de l'outil de partage des données médicales du patient, notamment du Web 3.0, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé ici, c'est bien dommage, parce que c'est un enjeu majeur pour la pratique des professionnels.
et que ça va venir chez vous rapidement. Chez nous, ça y est déjà. Enfin, chez vous, vous l'avez, mais sous forme de code pour peut-être l'expliquer juste en mots pour ceux qui savent. Donc, le Web 3.0, c'est déposer des données dans un nuage, dans un cloud. Et c'est valable également pour votre dossier médical. Chez nous, ça s'appelle le dossier médical partagé, qui est déjà en exploitation dans quelques régions en France. Alors évidemment, ce sont des données qui doivent être sécurisées, protégées, cryptées, et c'est le patient qui est gestionnaire de son dossier et il donne l'accès à ses différents soignants, y compris éventuellement le pharmacien, sachant que c'est lui qui gère son dossier. Il peut enlever des données, mettre les données qu'il veut. Voilà. Aux États-Unis, il y a une expérience où ils font la même chose et les notes médicales sont accessibles aux patients. Les vraies notes que le médecin a écrites sont accessibles aux patients. Donc l'impact de ces outils Web 3.0, évidemment, sera encore à évaluer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Internet aujourd'hui, on l'a vu, vous l'avez dit, on ne peut plus s'y soustraire, il faut faire avec et il faut utiliser tous ces avantages. Comme le dit le Dr Lindbergh, la meilleure information étant la meilleure des médecines. Merci. Alors, bon appétit.